Le 6 avril 2021, j'ai lancé cette chaîne YouTube, Le Disrupteur, avec la vidéo Daft Punk, toute la vérité. 9 mois après, il est temps de faire un premier bilan. Dans cette vidéo, ça va pas être une analyse comme d'habitude d'une marque, d'une personnalité ou d'un entrepreneur, mais on va parler uniquement de ma chaîne YouTube. Je trouve ça intéressant, surtout que je viens de passer la barre des 1000 abonnés, de faire un premier bilan de ce qui s'est passé sur la chaîne durant ces 9 mois. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai lancé cette chaîne YouTube? J'ai toujours été intéressé par la créativité, l'innovation et l'image de marque. Ça me tenait à cœur de lancer une chaîne sur ce sujet. Et à vrai dire, avec l'arrivée du Covid-19, mon business les premiers mois, il a explosé parce que les gens restaient chez eux. Puis après, j'ai vite vu qu'il y avait une perte de vitesse. Et en plus, pour tout vous avouer, je n'étais pas super motivé de continuer dans ce domaine-là, puisque tout le monde faisait ça et tout le monde le faisait de la même manière et moi-même je le faisais un petit peu de la même manière. Donc j'ai beaucoup réfléchi sur comment lancer un nouveau business et surtout à travers une chaîne YouTube, puisque la vidéo c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Dans une autre vie, j'étais réalisateur. Le problème c'est qu'avec mon autre chaîne YouTube, j'avais fait un peu tout et n'importe quoi. Bon, résultat, j'étais quand même arrivé aux 10 000 abonnés, mais bon, j'avais plus la foi, j'avais plus envie de publier et comme je disais tout à l'heure, publier des vidéos pour publier des vidéos, ça m'intéressait pas. On en parlera dans la suite de la vidéo pourquoi cette chaîne-là me motive beaucoup plus. Et je voulais retourner sur YouTube en mode sérieux, en mode assidu, mais avec un concept. Et un concept, ça prend du temps à trouver. Comme je le dis souvent, il y a le fond, la forme et le style. Le fond, c'est travailler ces sujets de vidéo de manière à ce que ce soit argumenté et étayé de faits. La forme, c'est de tourner avec des vidéos professionnelles. Bon, là, aujourd'hui, j'ai pas tourné avec mon réalisateur et dans le studio parce que c'était une vidéo un peu différente et je voulais justement marquer le coup en ayant un truc un petit peu plus intimiste. Et troisième point, c'est le style, faire en sorte qu'on vous reconnaisse au premier coup d'œil. Lorsque j'ai lancé cette chaîne YouTube, je me suis vite dit qu'il fallait que je maîtrise le flux, c'est-à-dire ne pas courir après la publication, pas publier pour publier. Donc d'abord faire en sorte de trouver un concept, regarder comment ça fonctionne au niveau de l'écriture, parce que forcément les vidéos que je produis sur ma chaîne YouTube nécessitent pas mal de temps, je le dis, il y a certaines vidéos qui m'ont nécessité 5 jours d'écriture, d'autres qui en moyenne ça me nécessite à peu près 2 jours, mais il y en a certaines c'est 5 jours, puis il y en a certaines en montage c'est 5-6 jours, d'autres c'est 2 jours. Donc voilà, c'est quand même du gros taf, donc il fallait que je maîtrise le flux. Donc je me suis dit je vais sortir une vidéo tous les 15 jours, comme ça je vais pouvoir avoir un retour. C'est le concept de ce qu'on appelle nourrir la bête et protéger le bébé. Nourrir la bête, c'est donner plein de vidéos sur YouTube de manière à ce que vous soyez de plus en plus visible, qu'il y ait de plus en plus de référencement. Donc il y en a qui publient tous les jours. Bon, moi c'est pas vraiment mon credo parce que faire une vidéo de qualité tous les jours, c'est tout bonnement impossible via les qualités de vidéos que je fournis. Bon, après c'est une stratégie, je dis pas qu'elle fonctionne pas, mais moi c'est pas celle que je veux faire en tous les cas. Et protéger le bébé, c'est faire en sorte justement de faire attention à ce qu'on fait, prendre un peu plus de temps, mais le faire bien et le faire étape par étape. Pourquoi on dit protéger le bébé? Tout simplement votre enfant, vous allez faire attention à lui. Ah, t'as pas mis ton bonnet, t'as pas mis ton écharpe, t'as pris ta poche au chocolat, t'as pas trop froid, t'as pas trop chaud. Voilà, c'est exactement la même chose. Il faut prendre du temps et malheureusement on vit dans une société où la gratification immédiate est sans cesse demandée. C'est-à-dire qu'en fait vous postez votre vidéo YouTube, vous voulez tout de suite qu'il y ait des likes, vous voulez tout de suite que ça marche votre business, vous voulez tout de suite qu'il y ait des likes sur votre post Instagram, vous voulez que ce soit facile. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vend des électrodes qu'on met sur le ventre pour avoir des abdominaux en 2 minutes alors qu'on sait très bien que ça marche pas. Alors que ce que je voulais faire, moi, c'était vraiment prendre mon temps. Donc, j'ai loué un studio pendant une seule journée et j'ai tourné mes 3 premières vidéos qui sont celle de Daft Punk, celle de Zemmour et celle de Rolex. Si on parle en termes d'investissement, effectivement, tourner que 3 vidéos en une journée de tournage, ça revient plus cher parce que forcément, vous avez le réalisateur à payer, le studio à payer, enfin bon, tout ce qu'il y a à payer, vous allez le diviser par 3 pour avoir le coût de votre vidéo. Donc, ça augmente le coût à la vidéo. Mais je voulais vraiment approuver le concept, le tester et voir si ça fonctionnait et si j'avais un bon retour. Donc, j'ai accepté de perdre pour juste voir. Peut-être que ça aurait pas fonctionné. Peut-être que ça a fonctionné, on va le voir par la suite, mais si je suis encore là aujourd'hui, c'est que ça a fonctionné. Mais le but, c'était vraiment de tester, de prendre son temps et de regarder ce qu'on pouvait faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle tout le temps de gratification immédiate, alors que je pense sincèrement que le temps long est beaucoup plus intéressant que le temps court. Sur le temps long, vous pouvez vraiment développer des choses, faire attention, regarder comment ça se passe. Donc, il faut vraiment prendre du temps pour la construction d'une marque. Les premiers retours sur la vidéo de Daft Punk ont été très encourageants. J'ai eu beaucoup de commentaires et pas mal de vues pour une toute première vidéo. Ça, c'était super cool, j'étais super content. Bon, après, je me suis vite rendu compte, mais je m'en doutais, qu'au fur et à mesure du temps, on perd de l'attrait de la nouveauté. C'est-à-dire que les gens regardent votre première vidéo, c'est votre première chaîne YouTube, c'est votre nouvelle chaîne YouTube avec votre première vidéo, donc ils regardent. Puis au fur et à mesure du temps, ils perdent un peu l'attrait, donc ils commandent plus, ils regardent moins, c'est tout à fait logique. Donc il y a une baisse des stats dès la seconde vidéo. Le Disrupteur, c'est votre chaîne YouTube. Une chaîne pour briser les codes de l'entrepreneuriat de masse, sans vie et sans créativité. Pour aller à contre-courant de la pensée dominante, des poncifs et des dictates imposés. Dans un monde marketing où la communication se clone à l'infini, il faut tirer son épingle du jeu pour attirer l'attention des clients. Plus les clones se copient, plus ils en perdent en identité. On ne devient pas une référence sur un marché en copiant les autres acteurs. Sur cette chaîne, j'analyse l'image de marque d'entreprises, d'entrepreneurs, de personnalités, de mouvements, d'événements qui marquent les esprits. J'ai créé cette chaîne pour vous donner les clés pour que vous puissiez vous différencier afin de devenir le leader de votre marché en étant innovant et créatif.
Chaque vidéo me nécessite plusieurs jours de travail. C'est le prix à payer pour fournir un contenu de qualité. Pour continuer mon travail, j'ai besoin de vous. Si vous appréciez ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications en cliquant sur la cloche. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci. Alors le 10 mai, il y a eu un pic d'activité sur la chaîne avec 482 vues, puis c'est monté jusqu'à 1024 vues le 15 mai pour redescendre à une activité normale le 25 mai. En fait, c'est la vidéo de Éric Zemmour, donc le titre de la vidéo c'est Éric Zemmour, l'homme qui a tout compris. Je mettrai le lien juste en dessous pour que vous puissiez aller la voir si vous l'avez pas vue. Elle a été publiée le 25 avril et elle a été recommandée par YouTube, donc via les hashtags indiqués dans la description. Le 10 mai, elle était à 1016 vues, donc à peu près 15 jours après sa publication, elle avait déjà fait 1000 vues, alors qu'à l'époque j'avais très peu d'abonnés, à peu près une centaine d'abonnés, donc ce qui est déjà très bien puisque j'avais fait x10 par rapport à mon nombre d'abonnés, c'est très intéressant. Et elle passe à 7998 vues le 25 mai, donc je me suis dit waouh, qu'est-ce qui se passe là, il y a un truc. Donc je vois que je prends 100 abonnés sur cette période uniquement avec cette vidéo. Elle est restée première de mes vidéos jusqu'au 26 décembre 2021, soit 8 mois, et pendant très longtemps elle est restée première en termes de nombre de vues régulières. À part bien évidemment quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, parce qu'il y a l'attrait de la nouveauté, donc tac, il y a un pic, et puis après elle redescend au fur et à mesure du temps, et celle de Zemmour remontait toujours devant. Bon, je vous avouerai que j'ai été content, mais en même temps j'étais pas super content, parce que je me suis dit, j'avais peur de choper que des gens qui croient aux idées d'Éric Zemmour et qui font de la politique. Alors le but de la vidéo, c'est bien évidemment pas de dire si Éric Zemmour on l'aime ou on l'aime pas, ça c'est pas vraiment le sujet, c'était juste d'analyser son image de marque. En plus, j'avoue que j'ai eu le nez creux, parce que je l'ai publié au mois d'avril, et Éric Zemmour n'avait pas encore annoncé sa candidature, donc pour ça, j'ai eu le nez creux. J'ai même refait une vidéo par la suite qui s'appelle Zemmour l'ascension, mais celle-là a moins marché parce qu'effectivement, il y avait déjà tout un bruit ambiant autour de lui. Donc forcément, ça a moins marché. Donc ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera pas forcément demain. Donc j'avais peur en fait de choper des gens qui ne soient pas concernés par ma chaîne. Mais j'étais pris dans mes émotions. Je le dis souvent dans mes vidéos, la passion, les émotions ne doivent pas prendre le pas sur la raison. Et la raison, c'était quoi? C'était ma stratégie de base. Ma stratégie de base, c'est de faire des vidéos qui brassent large avec des sujets populaires pour ramener vers l'image de marque. Donc voilà, ça c'est ma stratégie. Donc les gens regardent les vidéos, puis après ils s'inscrivent à ma mailing list. C'est vraiment ma stratégie pour prendre de l'attractivité, prendre de l'autorité. De avril 2021 à août 2021, soit 4 mois, je publie une fois tous les 15 jours. Donc vraiment, dans cette période-là, je cherche à améliorer le montage, à améliorer les scripts, à améliorer la manière d'écrire. La chaîne, elle enregistre plus de pics, mais elle augmente de manière régulière, mais pas exponentielle. Et durant cette période, en fait, comme je le disais tout à l'heure, j'ai maîtrisé le flux. J'ai vraiment regardé ce qu'il fallait faire, comment je pouvais accélérer, si c'était possible d'accélérer, comment améliorer ma stratégie d'écriture, parce que pour moi, écrire, c'est une vraie purge. Comment améliorer le montage, que j'ai fait aussi également. J'ai amélioré un petit peu le montage. J'ai structuré mon travail pour trouver les différentes sources quand je lis des livres, quand je lis des articles ou quand je regarde des vidéos. Et comme je le disais, je me suis aussi amélioré sur le montage. Je les ai rendus plus dynamiques parce que je me rendais compte qu'on me voyait un peu trop à l'écran. Donc j'ai descendu le nombre de temps où on me voyait à l'écran et je mettais aussi des illustrations même quand on entendait ma voix, alors qu'avant je coupais et je mettais un extrait. Alors je précise que oui, c'est bien moi qui monte toutes mes vidéos, enfin tout du moins durant cette période, mais on en parlera par la suite. Donc je suis monteur, donc ça aussi c'est plus facile pour moi, mais je tiens vraiment à maîtriser le flux, comme je disais tout à l'heure, et à protéger le bébé. Comme ça, je vois vraiment comment je peux faire le montage et comment je peux les améliorer. En août 2021, je décide donc de passer à 2 vidéos par semaine. Alors, inutile de vous dire que c'est un travail beaucoup plus gros. Donc, pour accroître ce volume, je lance une seconde et une troisième playlist. La première, ce sont des analyses où je suis seul face à la caméra. Bon, ça, c'est la toute première que j'ai lancée avec Daft Punk et Zemmour et Rolex pour parler d'un entrepreneur, d'une société, d'une personnalité. Et la seconde, ce sont des interviews. Donc, ce que j'avais fait durant la deuxième session de tournage, j'avais juste fait une interview avec Cyril de Souza Cardozo, donc qui est expert dans l'innovation et la créativité, pour tester un peu le format. Et puis après, j'ai accéléré, où j'ai multiplié les interviews. Alors la difficulté, l'avantage des interviews, c'est une autre personne qui donne le contenu. Donc au niveau préparation, pour moi, c'est beaucoup plus court. J'ai juste à écrire les questions. Par contre, c'est beaucoup plus de temps de recherche de personnes différentes, de personnes qui sont pertinentes, parce que ce que je veux faire sur la chaîne, c'est ramener aussi des gens différents. Donc ça, c'est du temps. Puis après, il faut les contacter, il faut organiser. Tout ça, c'est quand même un gros boulot. Donc le boulot qu'on perd, qu'on gagne plutôt en préparation, on le perd après en recherche et en contact avec les divers interviewés. On reparlera en détail de la playlist interview parce qu'il y a aussi une stratégie à l'intérieur de cette playlist. Et la troisième playlist, c'est celle où on ne voit pas, c'était en voix off, on voyait juste l'onde sonore et je racontais une histoire. Mais ça aussi, on en parlera dans la suite de la vidéo. Du 6 avril au 29 août, donc j'ai publié une fois par semaine. Ça a donné 12 600 vues
pour 95 000 impressions et plus 328 abonnés. Du 30 août au 26 décembre, à peu près le même nombre de jours, je publie 2 fois par semaine. Je précise, en maintenant la qualité, parce que le but, c'est pas d'accélérer et de pas maintenir la qualité. C'est là où est la difficulté. C'est, vous avez nourrir la bête, c'est plein de vidéos, puis à la fin, c'est du gloubi-boulga, et de l'autre côté, c'est maintenir la qualité. Et protéger le bébé, pardon. Donc le but, c'est de trouver le curseur entre les deux pour voir que ça ne nous empêche pas trop de vivre aussi, parce que le but, c'est pas de faire des vidéos, tourner toutes les vidéos toute la journée, faire que ça, tout en augmentant le nombre de publications, mais tout en gardant la qualité. Moi, pour l'instant, j'y suis pas encore arrivé, je travaille dessus, justement, je voudrais accélérer, mais ça aussi, on en parlera par la suite. Donc du 30 août au 26 décembre, ça a fait 41 000 vues pour 377 000 impressions et 759 abonnés en plus. Donc niveau vues, on est passé de 12 600 à 41 000, donc on a fait x 3,2, je précise, c'est sur la même période, donc on a fait 4 premiers mois et les 4 mois suivants. Donc les 4 premiers mois à une vidéo par semaine et les 4 mois suivants à 2 vidéos par semaine. En nombre d'impressions, j'ai fait 95 000 impressions la première période et 377 000 impressions la seconde période, donc x 3,9, donc j'ai fait quasiment x4. Alors les impressions, c'est le nombre de fois où YouTube fait voir votre vidéo. En nombre d'abonnés, je suis passé de plus 328 à plus 759, donc j'ai fait x 2,3. On peut dire que c'est super cool, mais je me suis bien planté sur un truc. Bon, j'avoue que pour augmenter le volume sans augmenter mon taf, j'ai voulu nourrir la bête. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai créé une playlist facile à concevoir, autant sur le fond que sur la forme. C'est ce que j'appelais les stories marquantes. Vous pouvez aller voir dans la chaîne, il y a deux vidéos où ça pourra vous donner un ordre d'idée de ce qu'était cette playlist. Même si le concept est sympa, parce que même si on n'entend que ma voix et il n'y a pas de montage comme sur les analyses, on a fait un montage sonore, je faisais venir des gens, à un moment je raconte une histoire, je suis parti avec mon fils, on entend mon fils, puis après on entend un animateur d'un club de vacances. Donc voilà, c'est plutôt sympa à écouter. C'est un format plutôt court, puisque ça dure entre 7 et 9 minutes, je crois, sur les 2 vidéos. Moi, je trouvais ça plutôt sympa. Mais le truc, c'est qu'au bout de 2 vidéos, j'ai bien vu que ça fonctionnait pas. Tout d'abord, j'avais peu de clics, j'avais peu de vues et j'avais peu d'engagement. En gros, j'ai payé le fait d'avoir été feignant. Je l'ai payé même cash. Donc, conclusion, la qualité est le meilleur business plan. Et protéger le bébé est toujours ce qu'il faut viser en premier. La preuve, puis c'est ce qui m'a permis d'avoir une star. Donc, comme je disais tout à l'heure, ma playlist interview, il y a une stratégie à l'intérieur. C'est qu'il y a 2 types d'interviews. Le premier type, c'est d'aller chercher des stars. Des gens un peu plus connus, qui ont déjà une audience, afin de te capitaliser sur leur audience. Alors, j'ai eu Seth Gecko, on en parlera aussi par la suite, donc qui est rappeur. On a fait une excellente interview qui me fonctionne très bien, ça aussi on en parlera par la suite. Ensuite, j'ai fait l'interview de Aton, ancien membre du GIGN. Une très bonne interview aussi de 1h30 je crois, donc très intéressant, puis il a déjà une communauté. Et enfin, j'ai eu Clara Morgan. Donc comment ça s'est passé pour Clara Morgan? Moi, je ne m'intéressais pas vraiment au travail de Clara Morgan. Bon, je la connaissais bien évidemment, parce qu'il ne la connaît pas. Mais c'est un jour un de mes clients qui m'a dit: tu devrais faire une vidéo sur elle parce qu'elle est très intéressante. Et comme j'écoute beaucoup le retour de mes clients et des gens, je regarde beaucoup les commentaires, je me suis dit oui, effectivement, en creusant un peu, je me suis rendu compte que c'était très intéressant. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo sur elle, mais je vais faire en sorte de faire la meilleure vidéo sur elle possible. Bon, c'est ce que je fais à chacune de mes analyses. J'essaye à chaque fois de faire la meilleure vidéo sur le sujet. Donc je me suis beaucoup documenté, comme d'habitude. J'ai fait un montage propre, comme d'habitude, et on a posté la vidéo. La vidéo, tout de suite, on a eu des retours en dessous, puisqu'en plus, la majorité de mon audience, c'est des hommes, donc forcément, Clara Morgan, ça plaît aux hommes, et des commentaires en disant: ouais, ça serait sympa que tu l'aies sur la chaîne en interview. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les commentaires, je les ai postés sur mon Instagram, j'ai vu que Clara Morgan regardait ses commentaires. Je me suis dit: ah, tiens, est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est son community manager? Surtout que quand j'avais tourné la vidéo, j'avais acheté son calendrier, parce que quand je fais une vidéo sur une analyse, j'achète les produits que j'analyse, ça me paraît tout à fait normal pour connaître le sujet. Et je l'avais tagué en disant: voilà, je vais faire une analyse de toi sur ma chaîne YouTube. Et j'avais vu également qu'elle avait vu ma story. Après, est-ce que c'était elle ou son community manager? Ça, je savais pas. Donc je la tag et je vois qu'elle regarde toutes mes stories. Je me dis: tiens, il y a peut-être un coup à jouer. Donc j'ai fait une story avec mon fils. Utiliser les enfants, ça marche toujours. Surtout avec les femmes, parce qu'elles ont plus d'empathie que nous. Morgan, tu peux faire une vidéo? Non, une interview. Une interview avec mon papa et moi. Avec moi tout seul. Pas avec toi, avec moi. Donc j'ai fait une story avec mon fils qui lui dit: Clara Morgan, ça serait bien que tu fasses une interview avec mon papa. Et donc elle a vu la story, elle m'a dit: ouais, j'ai vu ta vidéo, c'est du super bon boulot, ça a marché la story avec ton fils, donc ok, je suis sur Paris pour une session d'interview. Donc voilà, donc j'y suis allé. Alors à vrai dire, c'était un exercice de style, parce que je voulais qu'elle vienne dans le studio, puisque toutes mes interviews, toutes mes vidéos, vous avez vu, elles sont chartées en fond noir, mais elle n'a pas pu. Bon, alors forcément, quand elle m'a dit: c'est soit tu viens ou soit c'est mort, j'ai dit: je viens.
Donc je suis parti dans un hôtel à Paris, l'hôtel Raphaël, un 5 étoiles, super beau hôtel, et je suis parti avec mon équipe. Quand on est arrivé, déjà c'était un gros exercice de style, parce qu'avant il y avait des gens, après il y avait des gens, je crois que c'était Téléstar, je crois avant, puis après un autre magazine, et on voyait pas Clara Morgan, c'est normal, c'est une star, c'est son attaché de presse après avec qui j'avais rendez-vous. Donc l'attaché de presse vient nous chercher en bas, et on monte dans la chambre, puisqu'elle avait une chambre, elle résidait dans l'hôtel bien évidemment, mais elle avait aussi une chambre spécialement équipée pour les interviews. Donc on est arrivé, donc déjà quand tu vois Clara Morgan, tu fais pas le malin, c'est une star quand même, donc voilà. Et moi j'étais un peu stressé au début de l'interview, pour tout vous avouer, et puis après j'ai vite repris le pli, et puis je me suis dit bon voilà, de toute façon il faut faire le taf et tout, et puis j'ai été le plus professionnel possible. Et mon équipe avec quelques minutes pour installer les spots, parce que forcément elle enchaîne toute la journée, elle est fatiguée, elle doit faire pas mal de choses. Donc voilà, on a fait l'interview, on a fait une bonne interview de 26 ou 27 minutes je crois, je mettrai le lien bien évidemment en description. Voilà, c'était un exercice de style, puis moi, même pour moi, ça a été intéressant parce que voilà, rencontrer une personne comme ça qui a pas mal de notoriété, pour moi c'était plutôt intéressant, même si avec Iron Mind, donc mon événement, j'ai dû rencontrer des grosses stars américaines, mais là, voilà, c'est une star française, donc c'était intéressant pour l'exercice et pour moi, pour m'entraîner. Bon, ce qui a été super cool aussi, c'est qu'elle a super bien joué le jeu, puisqu'elle a apprécié l'interview, elle l'a partagé sur son Instagram, forcément ça a donné un pic pour l'interview, puis après j'ai été référencé sur les mots-clés, j'ai même été pendant plusieurs jours référencé premier sur le mot-clé Clara Morgan, donc forcément quand tu tapes Clara Morgan sur YouTube et que tu tombes sur ma vidéo, la chaîne elle a pris des vues, donc ça c'était intéressant. Aton, le membre du GIGN, c'était pareil, il l'a partagé sur son compte Instagram, il a 92 000 abonnés Instagram, forcément ça fait un pic, mais après c'est redescendu, mais on va en parler. Et cette gecko c'était pareil, lui aussi il l'a partagé, je crois qu'il a 300 000 abonnés sur Instagram, boum, ça a fait un pic, et après c'est redescendu. Depuis le 18 décembre, la croissance elle est rapide, on est passé de 200 vues par jour en moyenne à plus de 1000 vues par jour, avec un pic à 1500, donc ça fait x5 en moyenne. Donc c'est plutôt costaud. Donc c'est la vidéo de cette gecko qui a été recommandée sur 2 autres vidéos qui ont fonctionné. Donc c'était, je crois que c'est la vidéo Princesse Mimi, je mettrai un extrait, et l'interview excellente avec Eric Favre, donc qui fait de la musculation, qui a fait une super interview. Je mettrai aussi le lien dans les ressources juste en dessous. Donc elle a été référencée sur ces 2 vidéos-là, qu'il a proposé à toutes les personnes qui ont vu la vidéo. Donc forcément, ça a fait un pic. Cette gecko, boum, ça a explosé. Il faisait plus de 500 vues par jour, donc ça c'était quand même très intéressant. Ça tractait la chaîne. Et ce que j'ai fait derrière, c'est que j'ai aussi adapté les mots-clés de cette gecko pour être encore plus référencé. Résultat, la vidéo elle a encore plus pris, puis finalement ça fait effet boule de neige. YouTube c'est un peu un caillou que tu pousses en haut d'une pente, et ça dévale, et puis ça prend de l'attractivité. Celle d'Aton, elle a été aussi poussée en recherche et en fonctionnalité de navigation. Donc quand vous tapez Aton, il y a de fortes chances que vous tombez sur ma vidéo. Alors j'ai aussi vu que le temps de visionnage était excellent, c'est-à-dire que c'est le nombre de minutes que les gens regardent votre vidéo. En moyenne sur Aton, elle est plutôt à 13-14 minutes, donc c'est plutôt pas mal. Bon, après c'est une vidéo d'1h40. Puis après on a eu aussi la vidéo de NTM, donc j'ai fait une analyse sur NTM, allez la voir, elle est vraiment excellente. Moi je la kiffe, c'est une de mes préférées, qui est plus mis en avant par YouTube. Mais pour être honnête, j'ai cherché de partout, j'arrive pas à voir précisément ou à expliquer comment elle a été mise en avant. Alors le truc qui est intéressant avec la vidéo de NTM, c'est que là en fait c'est uniquement le fruit de mon travail qui fonctionne très bien. Bon, elle est derrière celle de Aton et de cette gecko et aussi de celle de Clara Morgan, mais elle fonctionne très bien. Donc la stratégie de voir large pour rétrécir, après ça fonctionne. Ce que j'avais fait aussi pour NTM, c'est que j'avais fait une sortie synchronisée. C'est que je savais que le film allait sortir, je crois que c'était en novembre, donc j'avais préparé la vidéo en amont, parce que moi forcément je peux pas suivre l'actualité puisque j'écris les vidéos, puis après il s'écoule au moins 1 ou 2 mois avant le tournage, puis après il s'écoule au moins 1 ou 2 mois avant le montage, donc c'est impossible de synchroniser. Mais là, ce que je m'étais dit, c'est que j'avais préparé en amont cette vidéo de NTM, comme ça on la sortirait 1 ou 2 jours, 2-3 jours je crois avant la sortie du film. Apparemment ça a fonctionné, mais bon, j'ai essayé de faire la même chose avec la sortie de Matrix 4, n'allez pas le voir, il est dégueulasse. Celle-là, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc j'ai sorti la vidéo de Matrix, vraiment dans les choux. Donc comme quoi, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Un jour j'ai eu une conversation avec un de mes amis qui a plus de 200 000 abonnés sur la chaîne YouTube, on discutait et je lui envoie les liens de ma nouvelle chaîne. Il me dit ouais, tes vidéos franchement elles cartonnent, mais je comprends pas parce qu'elles font pas beaucoup de vues. Alors moi je me suis remis en question, je me suis dit putain c'est vrai, elles font pas beaucoup de vues. Mais elles font pas beaucoup de vues par rapport à quoi en fait? Elles font pas beaucoup de vues par rapport aux siennes, certes. Alors il a 200 000 abonnés et en moyenne j'ai regardé, il fait 13 000 vues sur chaque vidéo. Alors que moi, aujourd'hui j'ai 1000 abonnés et je fais en moyenne 300-400 vues par vidéo. Alors mon ratio est bien meilleur. Bon, bien évidemment, quand je dis ça, c'est que
il faut faire attention parce que lui, il doit avoir une sorte d'érosion avec le temps. C'est-à-dire que quand tu es au début, les gens qui s'abonnent, ils regardent. Puis au fur et à mesure, ils regardent plus, puis ils pensent pas à se désabonner. J'ai eu aussi une autre anecdote sur la vidéo de cette gecko, quelqu'un qui me commente la vidéo directement après la sortie, en me disant « Waouh, elle est géniale cette vidéo, mais elle fait pas beaucoup de vues, comment ça se fait? Elle devrait faire des millions de vues. » Alors forcément, à ce moment-là, on se pose des questions, on se dit « Ouais, ça marche pas, je comprends pas. » Mais en fait, quand je regarde, oui, elle faisait peu de vues pour lui, mais pour moi, elle faisait déjà pas mal de vues par rapport au stade de ma chaîne. Et aujourd'hui, elle est à 14 000 vues à peu près, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette analyse? C'est que, 1, on n'a pas toutes les stats des autres, donc c'est faussé, ça sert à rien de regarder les stats des autres. 2, c'est démotivant, parce qu'on se dit, ah ouais, mais bon, eux, ils font des millions, comment ils font des millions de vues? Moi, c'est pas normal. Et 3, c'est pas logique. On peut pas se comparer à quelqu'un qui est là depuis 2 ans, 3 ans. Bon, ma chaîne, elle a 9 mois, donc quel est l'intérêt de se comparer? Donc, résultat, ça m'a permis d'apprendre avec les stats. Et de me dire, ok, faut pas que je me compare aux autres, je me compare qu'à moi-même. Donc je regarde que mes stats. Donc forcément, pour moi, 14 000 vues par ma meilleure vidéo, ce qui est celle de cette gecko ou celle de Zemmour qui approche les 10 000 vues, c'est des bonnes stats. Ou même celle d'Aston qui a dépassé les 5 000 vues, je crois, hier, c'est des bonnes stats aussi. J'ai beaucoup aussi donc appris avec les stats. J'ai appris sur les taux de clics, les impressions, la durée de visionnage. Donc le taux de clic, c'est le nombre de personnes qui cliquent sur votre vignette quand ils la voient. Donc ça aussi, c'est important de regarder qu'elles font bien dans les moyennes de votre chaîne YouTube. De toute façon, YouTube vous guide vraiment très bien pour vous expliquer. Après, on a le nombre d'impressions pour voir si YouTube choisit de beaucoup faire voir votre vidéo. Alors si vous avez un bon taux de clic, il va dire ok, je vais faire voir à plein de gens, mais si vous faites des vignettes qui cherchent juste à taper, qui sont tape à l'œil, je sais pas, vous mettez une paire de seins ou une paire de fesses, forcément ça va faire tape à l'œil, mais si derrière c'est pas en rapport, les gens vont vite quitter la vidéo, donc forcément votre taux de visionnage il va être mauvais, donc YouTube va arrêter de recommander. Donc il y a la durée de visionnage sur votre vidéo, c'est le temps, par exemple, s'il regarde 10 minutes sur 1 heure. Après vous avez le taux de visionnage global, donc c'est-à-dire combien de minutes ils vont regarder mais après être sorti de votre vidéo. Donc ça veut dire que s'ils regardent une vidéo et puis qu'après ils en regardent une autre, donc ça c'est plutôt intéressant. Et ensuite on a le taux de visionnage, c'est le pourcentage que représente la durée de vidéo. S'il a regardé 10 minutes sur 60 minutes, je vous laisse faire le calcul parce que je n'avais pas prévu. Il y a un autre truc aussi que j'ai appris, c'est que je pense, parce que je ne détiens pas le savoir universel sur YouTube, et celui qui vous le dira, fuyez-le parce que c'est tellement compliqué et puis ça change tout le temps. C'est que je pense qu'il faut laisser faire l'algorithme pendant 48 heures pour recommander la vidéo, pour pas fausser les stats. Avant, je pensais qu'il fallait envoyer tout le trafic directement, donc j'envoyais un mail à ma mailing list, je le mettais sur mes réseaux sociaux, allez voir la vidéo. Mais résultat, en fait, tous ces gens-là qui me connaissent, naturellement, ils auraient peut-être regardé la vidéo d'eux-mêmes, donc il y aurait eu un bon taux de clic sur les représentations, sur les impressions qu'aurait fait cette vidéo. Alors que si moi je leur dis d'y aller avant qu'on leur présente, forcément ça va fausser le taux de clic, puisqu'après ils vont plus y aller. Donc moi je laisse toujours faire 48 heures, 72 heures l'algorithme, je dis rien, je laisse faire, et après j'envoie un peu de com sur la vidéo. Bon, je vois aussi qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube qui payent pour booster leur contenu. Alors c'est très facile, vous avez juste à regarder le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de commentaires, vous faites un ratio, vous voyez vite que la vidéo a été boostée. Alors c'est pas mal ou bien, c'est juste que c'est une stratégie comme une autre. D'ailleurs il existe plein de stratégies sur YouTube, on peut viser que les abonnés, que les gens qui ont vu des vidéos, ceux qui n'ont pas vu les vidéos, bref, il y a vraiment tout un tas de stratégies. Mais le problème, c'est qu'on fait rentrer le loup dans la bergerie parce qu'on fait baisser toutes les vraies stats. On fait augmenter le nombre d'impressions et on va faire baisser le nombre de clics parce que forcément vous le montez à beaucoup de gens. Donc votre taux de clic va se casser la gueule. Vos nombres de vues aussi va augmenter d'un seul coup, puis ça va pas être représentatif de votre travail organique. Votre taux de visionnage il va être ultra dégueulasse puisque tous les gens quittent vite la vidéo. En majeure partie des gens, quand ils voient une pub, ils cliquent, ils voient la vidéo, tac, ils quittent direct. Alors que quand c'est de l'organique, il y a plus de chances qu'ils regardent longtemps votre vidéo. Et donc, à la fin, la finalité, c'est quoi? L'algorithme YouTube va forcément moins pousser vos contenus, puisque vos stats de la pub vont dégrader vos stats organiques. La solution, ce serait peut-être de faire de la publicité depuis une autre chaîne sur la chaîne qu'on veut promouvoir. Je sais pas, je vais peut-être le faire. J'attends un peu parce que j'avais dit que je lancerais la publicité à partir de 1000 abonnés. Là, on a dépassé les 1000 abonnés, donc je vais réfléchir à une stratégie. Mais là aussi, je vais prendre mon temps. Ça va être quoi la suite de cette chaîne YouTube? Donc déjà, j'ai testé De la Pure. Alors De la Pure, c'est quoi? C'est une émission, une sorte de talk show où on parle de sujets populaires mais sous le point de vue entrepreneurial. Donc on a tourné la première, je mettrai aussi le lien dans la description. Déjà on a fait un tournage de 2h30 avec divers intervenants, voilà, ça m'a nécessité quand même pas mal de travail. On a eu des résultats plutôt moyens pour une première, mais je vais le refaire parce que je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Alors quand je dis des résultats moyens, c'est que c'est pas pourri, c'est pas super, mais voilà, je me dis que pour vraiment avoir le retour d'un concept, il faut le tester plusieurs fois, comme le premier tournage que j'avais fait pour cette chaîne YouTube où j'avais tourné 3 vidéos. Donc
ce que je veux faire pour De la Pure 2, donc ce talk show, je veux le tourner en direct et je veux aussi faire en sorte que les gens participent, où ils pourraient téléphoner, poser leurs questions en direct et on verrait leurs questions s'afficher derrière les écrans. Et je ferai le bilan vraiment après 3 numéros. Je suis toujours à la recherche aussi d'une playlist moins coûteuse en temps et en argent, parce que le studio plus le réalisateur, ça coûte quand même, hein. Il y a quand même un billet à sortir au niveau de l'investissement pour le tournage des vidéos. Donc j'aimerais bien trouver une playlist qui maintienne la qualité, qui soit moins coûteuse en temps aussi pour la rédaction des scripts et en argent. Donc si vous avez des idées, postez-les-moi en commentaire, je serais intéressé, mais bien sûr sans baisser la qualité. Bon, faut dire aussi que De la Pure, c'est aussi une nouvelle playlist que je vais lancer, mais j'ai pas le retour, puis surtout ça me coûte à peu près 1 000 € par émission. C'est quand même un billet. Je réfléchis beaucoup aussi à augmenter le rythme de publication, de passer à 2 fois par semaine, donc pour être encore plus visible sur YouTube, mais tout en maintenant la qualité, hein, je tiens vraiment à le préciser, donc c'est pour ça que je ne le fais pas encore. Comme le faisait Kobe Bryant, si vous êtes très bon dans ce que vous faites et que vous augmentez le rythme de ce que vous faites, forcément, au bout d'un moment, c'est mathématique, vous allez dépasser toute la concurrence et puis ils ne pourront jamais vous rattraper. C'est pour ça que je réfléchis vraiment à faire 2 vidéos par semaine. Même si je vous avoue, c'est très chaud parce que la rédaction des scripts, c'est dur. Hein. Oui, parce que le montage, j'ai commencé à le déléguer. Oui, j'ai engagé un monteur qui s'appelle Rémi. Il a fait le montage de Matrix, la première vidéo. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, bon, il y a encore quelques défauts, mais il s'améliore. Là, il vient de me rendre une nouvelle vidéo, celle de crypto.com, qui va sortir sûrement dans les jours à venir. Je suis plutôt content, c'est plutôt pas mal, donc on teste, mais pour l'instant, il n'est pas encore prêt. Enfin, si j'arrive à avoir un autre monteur, moins s'il arrive au moins à prendre la moitié des vidéos, forcément, ça va me dégager du temps. Parce que si je prends un exemple de la vidéo du coronavirus, qui dure quand même 1 heure, elle m'a nécessité 7 jours de montage. Celle de Cyril Hanouna, je ne sais pas si elle sera publiée au moment où j'envoie cette vidéo, c'est à peu près 5 jours, donc pour 30 minutes. Les interviews, c'est beaucoup plus rapide, ça nécessite environ 2 jours de montage, voire 1 jour. Autre chose aussi, je vais acheter le nouveau MacBook Pro, parce que forcément, des fois, le temps de rendu des vidéos, j'appuie sur le rendu de la vidéo, et puis il m'annonce 48 heures de rendu pour sortir une vidéo. Pendant ce temps-là, je ne peux pas bosser sur d'autres choses. Donc là aussi, je pense que je vais m'acheter un nouveau MacBook Pro, mais c'est aussi un gros investissement parce que celui que je vise, il coûte 4 500 €. Autre chose que j'ai pu observer, ça va vous paraître peut-être con, mais bon, moi je ne l'avais pas noté. Forcément, plus vous produisez du contenu de qualité, hein, bien sûr, plus vous avez de chances de faire une vidéo qui va péter. Le challenge, bien évidemment, c'est d'augmenter la quantité sans diminuer la qualité. Aujourd'hui, je suis plutôt content puisqu'on est arrivé à la barre symbolique des 1000 abonnés. Je me suis fait une petite récompense. Je m'étais promis que je me ferais un cadeau pour fêter les 1000 abonnés. J'ai acheté un compteur YouTube de la marque La Matrix, c'est plutôt sympa. On voit le compteur en temps réel, puis ça vous met un petit bruit quand vous augmentez. Donc voilà. Donc voilà, c'était une nouvelle playlist, puisque c'est une playlist que je vais appeler en off. Donc c'est pour vous raconter ce qui se passe derrière les coulisses de la chaîne du Disrupteur. C'était la première vidéo pour faire ce bilan. Peut-être que j'en referai un d'ici 3-4 mois parce que j'ai d'autres choses que je souhaite développer. Dites-moi ce que vous en avez pensé, puis surtout, pensez à laisser un petit pouce. Allez, ciao!